expression au pluriel, dans la mesure où, si on se place d'un point de vue historique, il y a eu en Alsace plusieurs autonomismes. D'abord, plusieurs autonomismes qui se sont succédés dans le temps, hein, si on remonte de 1870 jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, même à différentes périodes données, il y a eu plusieurs autonomismes qui coexistaient au même moment. Hein, si on prend par exemple l'entre-deux-guerres, souvent on parle de l'autonomisme au singulier. En fait, pendant l'entre-deux-guerres, il y avait un grand nombre de courants différents. Il y avait un autonomisme catholique avec l'UPR, il y avait un autonomisme laïque, et on peut dire qu'il correspondait au libéralisme politique avec Camille Dalette. Il y avait un autonomisme communiste, même si ici l'expression autonomisme n'est pas tout à fait exacte, dans la mesure où les communistes demandaient l'autodétermination, donc éventuellement on n'excluait pas l'indépendance, donc ça peut même être un séparatisme. Et il y avait également un autonomisme de la Landespartei, hein, qui lui était nettement orienté à droite. Hein, donc différents courants autonomistes qui coexistaient en même temps, et on peut constater également ce phénomène donc des coexistences différentes à d'autres périodes. Alors, premier élément de cette diversité, donc de cette coexistence, et deuxièmement également, je pense, un élément de diversité qui est la conséquence du fait que l'autonomisme en général, et là je parle pas seulement de l'Alsace, hein, je parle en général, par définition se trouve en situation intermédiaire entre des forces, hein, qui tirent vers le fédéralisme, hein, qui tirent, on peut dire, vers l'unité, parce que l'autonomisme, c'est pas l'indépendance, c'est pas la séparation, mais également des forces qui tirent dans l'autre sens, hein, des forces qui tirent vers le séparatisme. Ce qui fait que l'autonomiste essaie de trouver une situation intermédiaire entre les deux, et comment dire, cela peut provoquer une situation instable, ça dépend du contexte, et par conséquent, ceci est également source, on peut dire, de pluralisme parmi les autonomismes. Hein, et donc là, je commencerai d'abord par parler en général de l'autonomisme, justement pour montrer, hein, on peut dire, cette dialectique assez compliquée à gérer entre d'une part le séparatisme et entre le fédéralisme d'une part et d'autre part le séparatisme, l'autonomisme essayant de rester au milieu, et par ailleurs, après je reviendrai dans ce second temps en Alsace. Alors tout d'abord, par une définition, l'autonomisme, on peut le qualifier de la façon suivante, c'est la revendication d'un pouvoir régional, hein, pour une région, mais qui par ailleurs accepte l'intégration dans un ensemble étatique plus large. Hein, et donc de ce point de vue, l'autonomisme, ce n'est pas une demande d'indépendance, ce n'est pas un séparatisme, puisqu'il y a l'acceptation de l'ensemble plus vaste. Donc finalement, l'autonomisme demande des pouvoirs pour la région, mais il ne demande pas la totalité des pouvoirs, il ne demande pas la totalité des compétences. Donc ça, c'est la définition de l'autonomisme. Alors évidemment, ça suppose que la structure étatique plus vaste accepte cela, hein, et donc c'est possible si la structure étatique plus vaste a une forme fédérale, première possibilité, ça on peut dire c'est la possibilité la plus favorable. Il y a aussi une autre possibilité, il faudrait que la structure étatique plus vaste accepte des statuts particuliers, hein, pour les régions autonomes. Donc pas forcément pour toutes les régions, mais pour les régions autonomes. Hein. Donc on peut prendre différents exemples que vous connaissez. L'Allemagne est donc un exemple d'État fédéral, donc toutes les régions sont autonomes. Et puis l'Italie, un État unitaire, mais qui accepte un statut particulier pour certaines régions. Voilà. Alors de ce point de vue-là, on peut dire que ce qui caractérise l'autonomisme, en termes de conception du pouvoir, c'est en fait une conception du pouvoir basée sur un pouvoir limité, hein, sur une séparation du pouvoir, un pouvoir partagé où les compétences sont réparties entre différents centres. Alors en tout cas au moins entre deux centres, hein, l'État, structure plus vaste, également la région, mais éventuellement on pourrait imaginer plus que deux centres. Hein. On pourrait imaginer la commune, la région, l'État et pourquoi pas l'Europe, et ainsi de suite. Mais toujours est-il que ça correspond à une philosophie politique de type libéralisme politique basée sur la séparation des pouvoirs et l'acceptation qu'il n'y a pas un seul pouvoir qui décide de tout. Hein, ça, c'est, on peut dire, c'est au cœur de l'autonomisme, et ce qui correspond au point commun entre tous les autonomismes, malgré leurs différences par ailleurs. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que l'autonomisme et le fédéralisme, c'est pratiquement synonyme, hein, puisque finalement, l'autonomisme et le fédéralisme, hein, en termes d'organisation du pouvoir, ça correspond en fait à deux faces d'une même réalité. Hein, et lorsqu'un État est fédéral, forcément, les régions sont autonomes. Hein, et si toutes les régions sont autonomes, ça veut forcément dire que l'État est fédéral. Alors, cette correspondance entre fédéralisme et autonomisme est tout à fait vraie si on se place du point de vue de la description, hein, de la société politique ou de la description de l'organisation des pouvoirs. En revanche, si on se place du point de vue de la revendication, hein, ou du point de vue de l'orientation où on veut aller,
en général, le fédéralisme d'une part et l'autonomisme d'autre part vont dans deux directions opposées, dans deux directions symétriques. Si on prend la plupart des mouvements fédéralistes tels qu'ils ont existé ou tels qu'ils existent encore aujourd'hui, en général, ils allaient dans le sens de l'unité. Par exemple, aux États-Unis, au moment de l'indépendance, le principal clivage opposait d'une part le parti fédéraliste, avec Washington. Washington, ce n'est pas la ville, c'était l'homme politique. Washington ou bien Hamilton, qui voulait un État fédéral aussi fort que possible. Et par ailleurs, le parti républicain-démocrate, donc avec Jefferson, qui pensait que pour préserver les libertés, il fallait un État fédéral aussi faible que possible, et il fallait que ce soit les États fédérés qui soient aussi forts que possible. Ou bien on pourrait exactement retrouver la même dialectique en Suisse, lorsque la Suisse est passée d'un système où les cantons étaient indépendants à un système d'État fédéral, le mouvement fédéraliste suisse y était pour l'unification de la Suisse. Alors que certains cantons qui étaient contre cela étaient alliés dans la confédération qui s'appelait la confédération de Sondermund. Et donc il y a même eu une guerre entre ces deux cantons, entre ces deux types de cantons en 1847. Ou bien pour terminer avec les exemples, si on prend à l'heure actuelle le Canada, l'option fédéraliste est l'option qui conserve l'unité du Canada, et qui s'oppose à l'option souverainiste des Québécois qui voudrait l'indépendance du Québec. Et si on prend l'Union européenne, les fédéralistes européens, ils veulent plus d'Europe. Ils veulent plus d'Europe, et en général, ils s'opposent aux souverainistes qui en veulent moins. Et donc, de ce point de vue-là, les fédéralistes, pratiquement toujours, peut-être en France c'est un peu différent, mais pratiquement toujours, ils vont dans le sens de la centralisation. Mais ils ne vont pas aussi loin que les partisans de l'État unitaire, donc ils s'arrêtent avant, puisque c'est fédéral, mais ils prennent la même direction. Alors que si on prend l'autonomisme, c'est exactement l'inverse. L'autonomisme, là où il a existé, c'était toujours en opposition à l'État central, trop centralisé, auquel on demandait des transferts de compétences. Et donc de ce point de vue-là, l'autonomisme, il va dans la même direction, même s'il ne va pas aussi loin, il va dans la même direction que le séparatisme. Et en général, beaucoup de monde confond. Beaucoup de monde confond les deux, parce que la direction est la même. Mais la direction étant la même, il y a cependant, malgré tout, une certaine sympathie réciproque, si on voit les différents mouvements, et parfois, mais ça dépend des époques et ça dépend des périodes, la distinction entre les deux n'est pas très claire. Des fois, des mouvements passent d'une position à l'autre. Pour donner deux exemples actuels, si on prend par exemple à l'heure actuelle le nationalisme catalan, pendant longtemps, le nationalisme catalan était très majoritairement autonomiste, et uniquement autonomiste. Notamment le parti Convergence et Unité demandait l'autonomie de la Catalogne, mais ne demandait pas l'indépendance. Alors évidemment, il demandait une autonomie de plus en plus large, mais ça restait l'autonomie. Et là, en l'espace de quelques années, c'est passé d'une demande d'autonomie. Maintenant, le nationalisme catalan est majoritairement pour l'indépendance. Donc là, on voit l'évolution. Et une évolution assez semblable qui a eu lieu en Belgique déjà quelques années auparavant, où dans les années 70-80, le nationalisme flamand, notamment avec la Volksunie, résonnait dans un cadre fédéral belge, et donc demandait plus d'autonomie pour la Flandre, mais pas l'indépendance. Et progressivement, il y a eu des scissions et des désaccords entre les membres de ce parti, mais progressivement, les successeurs, la majorité des successeurs, désormais, sont plutôt pour l'indépendance de la Flandre. Donc on voit à certaines périodes, dans certains contextes, la différence n'est pas très claire. Alors qu'à d'autres moments, effectivement, c'est relativement différent. Mais ça s'explique du fait que le mouvement est le même. Mais en principe, les autonomistes s'arrêtent avant. Ils s'arrêtent avant, mais c'est plus favorable pour eux si l'État est fédéral. Alors que si l'État est un parti fédéral, ils sont davantage contre l'État, et éventuellement ils finiront par dire, puisque c'est comme ça, on veut l'indépendance. Donc c'est des fois un peu le cheminement qui est pris. Alors si on prend le cas de l'Alsace, et là maintenant je vais revenir en Alsace, cette dialectique est difficile à gérer entre autonomisme, fédéralisme et séparatisme, on la retrouve aussi en Alsace. Avec cependant une particularité, et ce qui fait que l'Alsace a été un cas pratiquement unique, et encore aujourd'hui est un cas pratiquement unique, c'est que c'est l'Alsace avec deux États, et pas un seul État. Il y a d'une part l'État français et il y a l'État allemand. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, si on prend la Bretagne ou la Corse et toutes les autres régions, c'est toujours la région par rapport à un seul État. Et donc la région se détermine par rapport à cet État, est-ce qu'elle doit être autonome ou indépendante, mais c'est un seul État, c'est plus facile. Alors s'il y a deux États, il y a aussi plus de suspicion
position. Alors c'est ce qui fait que, comment dire, le séparatisme en Alsace, il n'y a jamais eu en Alsace de demande d'indépendance. Il n'y a jamais eu en Alsace de demande indépendantiste, contrairement à ce qu'on a dans d'autres régions. En revanche, il y avait parfois des demandes de changer d'État, de passer de l'un à l'autre. Donc c'est ça. Alors, pour passer en revue, comment dire, les différentes périodes de l'autonomie alsacienne, je pense qu'on peut utiliser cette grille de lecture, donc la dialectique entre fédéralisme, autonomisme, ou comment dire, séparatisme, mais donc là dans le sens de changer d'État. Alors si on prend par exemple la première période, la période qui correspond à l'autonomisme des années 1870, avec Auguste Schlegels, là c'était relativement clair, il y avait une coupure nette entre d'une part les séparatistes, donc à l'époque c'était le mouvement protestataire, qui demandait le maintien de l'Alsace-Lorraine dans la France, et le mouvement autonomiste, qui lui demandait clairement autre chose. Mais une des raisons de la différence claire, c'est que l'Allemagne était un État fédéral. Et donc demander l'autonomie, les autonomistes, en fait, c'était une façon de dire, désormais on veut rester allemand puisqu'on est allemand, et il vaut mieux, plutôt que demander le retour à la France, qui de toute façon correspond à aucune perspective, il vaut mieux demander, dans le cas de l'Allemagne, comment dire, pour l'Alsace-Lorraine, les mêmes statuts que pour les autres Länder allemands. Et donc effectivement c'est la perspective. Donc là il n'y avait aucune relation, comment dire, il n'y avait aucun passage entre le séparatisme et l'autonomisme, c'était clairement séparé. Ça c'était la première période. Par contre si on prend les années 1900 jusqu'à 1914, c'était un peu différent, puisqu'entre-temps la vie politique avait fortement évolué. À partir de 1890, comment dire, il y avait plus, la question nationale n'apparaissait plus aux élections. Le système politique en Alsace-Lorraine était pratiquement le même que dans le reste de l'Allemagne. Il y avait principalement trois partis. Il y avait les socialistes, il y avait les libéraux et il y avait les catholiques. Et même si les catholiques et les libéraux avaient leur propre parti politique, et n'avaient pas adhéré à des partis allemands, il n'empêche que les clivages étaient exactement les mêmes. Et le comportement électoral était assez semblable au reste de l'Allemagne. Donc de ce point de vue-là, la question de l'autonomie ou de l'indépendance n'apparaissait plus du tout aux élections. En revanche, elle était présente en ce qui concerne la négociation du statut, qui est devenu le statut de 1911. Et là, il y avait, comment dire, un très grand consensus en Alsace, chez pratiquement tout le monde, dans tous les partis politiques, aussi bien chez les socialistes, chez les libéraux que chez les catholiques. Le consensus était de demander l'autonomie la plus large possible dans le cadre de ce statut. Et donc une autonomie aussi large que l'autonomie, comment dire, des autres Länder allemands. Mais derrière donc cette bannière autonomiste, on avait un tas de différents courants qui étaient très différents entre eux. Il y avait à la fois ceux qui étaient pour l'autonomie, vraiment l'autonomie, mais qui ne contestaient pas le cadre allemand. Et puis il y avait également les courants francophiles qui se présentaient aussi comme autonomistes à cette époque-là, même si finalement ils pensaient à autre chose. Et puis même parmi ceux qui ne contestaient pas le cadre allemand, il y avait ceux qui voulaient être des Allemands comme les autres, et donc il faudrait que l'Alsace-Lorraine soit une région comme les autres, donc la même autonomie que les autres. Et ceux qui disaient, on est pour l'Alsace-Lorraine dans le cadre de l'Allemagne, mais on veut quand même rester Alsace-Lorraine. Donc là, on était dans le cas de figure, chacun veut l'autonomie, mais pas forcément pour la même chose, et pas forcément pour les mêmes raisons. Donc c'était très différent de la situation, comment dire, dans les années 1870. Bon. Et finalement, les différences entre les uns et les autres, donc par exemple entre Eugen Ricklin, qui était autonomiste, mais pas pour le rattachement à la France, et l'abbé Betterlé, les différences sont apparues en 1914, ou bien sont apparues après 1919. Mais en 1910, c'était beaucoup moins visible, puisque chacun demandait le statut d'autonomie le plus large possible. Alors, si on prend l'entre-deux-guerres, on retrouve en partie les mêmes difficultés. 2 mois à partir de 1930. Si on prend les programmes des différents partis politiques pendant l'entre-deux-guerres, c'était tous des partis politiques, tous des programmes qui demandaient l'autonomie. Et ils ajoutaient toujours dans le cadre de la France. Le manifeste de Heimatbund en 1926, c'était dans le cadre de la France. Et même le parti le plus radical, la Landespartei, n'a jamais officiellement demandé l'indépendance. Il n'a pas non plus demandé le séparatisme, même pas pendant 1930. Mais il n'empêche, comment dire, que à partir du moment, donc année 1930, où il apparaît quand même assez clairement que l'autonomie dans le cadre de la France n'est pas possible, et que le simple fait de la demander entraîne des peines d'emprisonnement, en 28 ou en 39, évidemment il a bien fallu qu'il se pose des questions sur la suite de la stratégie à mener, et c'est à partir de là que sont apparues les divergences entre ceux qui finalement donnaient la priorité à leur loyauté à la France,
et donc qui ne se sont pas radicalisés, comme par exemple Camille Dalette, qui avant 14 était francophile, ou bien également, on peut dire, l'aile, disons la plus grande partie de l'aile autonomiste de l'UPR, par exemple Henri May, qui était député de Molesheim, et puis ceux qui se sont dit, bah non, nous on veut l'autonomie, évidemment c'est pas possible, on va plus loin. Donc finalement, ce clivage est réapparu. Entre ceux qui, au bout du compte, par la suite, ont été pour l'Allemagne, même si au départ ce n'était pas prévu, et ceux qui ont toujours refusé d'être pour l'Allemagne. Et ceux qui ont encore aggravé le problème, c'est qu'entre-temps, l'Allemagne est devenue nazie. Donc là, évidemment, comment dire, ceux qui sont allés le plus dans le sens, dans ce sens-là, c'était la Landespartei, qui de toute façon était un parti qui avait une idéologie assez proche du nazisme. Ce n'était pas exactement du nazisme, il y avait des différences, mais il y avait quand même pas mal de points communs. Disons la différence, c'était la religion. Voilà, c'était la religion, c'était une différence. Mais il y avait d'autres points assez communs. On pourra en parler par la suite si vous voulez. Voilà, donc c'était ça. C'est eux qui ont suivi, alors que d'autres n'ont pas suivi du tout. Ce qui fait que la Volksfront s'est rompue en 1932. Bon, et par la suite, mais ça c'est toujours le problème, comment interpréter ce qui se dit, puisque par la suite, les dirigeants de la Landespartei, dans les années 42-43, donc disaient la chose suivante, ils disaient en fait, l'autonomisme que nous avons poursuivi avant la guerre, c'était uniquement une couverture, en réalité on préparait déjà le rattachement à l'Allemagne. Donc ils l'ont dit en 42-43, alors dans quelle mesure ils étaient sincères en 42-43, ou avant ou après, parce qu'après ils disaient autre chose, c'est difficile à dire, mais c'est sûr que ça montre, comment dire, la difficulté à gérer cette contradiction. Alors si on prend la période suivante, mais là je vais être moins long, ce qui me semble caractéristique de l'autonomisme alsacien ou des différents autonomismes qui ont existé par la suite, ils ont toujours été très pro-européens, et ça c'est finalement une façon de retrouver le fédéralisme. Et je me souviens, puisque j'avais participé en 1992 à une réunion de l'Alliance libre européenne à Bruxelles, donc il y avait à la fois le mouvement alsacien, c'était l'UPA, il y avait également chez les Bretons, c'était l'UDB, chez les Corses, c'était l'UPC, il y avait également un mouvement basque, etc. Il y avait également le Parti national écossais. Et en 92, c'était donc juste avant le référendum sur Maastricht. Et donc forcément, on avait parlé entre nous, est-ce qu'on était pour ou contre la monnaie unique. Et nous, ça nous semblait évident en Alsace, on n'arrivait pas à comprendre qu'on soit contre la monnaie unique tout en étant pour l'autonomie des régions. Vous voyez, nous, ça nous apparaissait évident, mais par exemple, les Bretons et les Corses ne voyaient pas du tout le rapport. Ils ne voyaient pas du tout le rapport entre l'autonomie de leur région et la construction européenne, du moins entre l'autonomie de la région et la monnaie unique. Quant aux Basques, ils étaient pour l'indépendance. On ne voit pas pourquoi l'autonomie, qu'est-ce que c'est que ça. Eux, ils étaient pour l'indépendance. Donc là, j'ai vraiment de nouveau vu, malgré finalement la relative proximité qu'il y avait entre les uns et les autres, parce que le point commun, c'était toujours le problème par rapport à l'État central. Après, les conséquences qui en étaient tirées par les uns et par les autres n'étaient pas les mêmes, du tout. Voilà, et donc je vais pour la suite, je vais donc m'arrêter là, parce que c'est pas moi qui suis la personne la plus compétente pour parler du mouvement autonomiste actuel. Donc là, je vais laisser la parole